que le parcours d'un diagnostic du cancer de l'ovaire est parsemé de toutes sortes de défis à relever. J'invite alors encore une fois Valérie à nous introduire la prochaine séance qui abordera les impacts psychosociaux liés au cancer de l'ovaire. À toi, Valérie. Merci, Rénuma. Donc, on va commencer la séance Bien vivre avec le cancer de l'ovaire, les impacts psychosociaux d'un diagnostic. J'invite mes autres conférencières à pouvoir se joindre à nous maintenant. Vous pouvez activer votre caméra. Donc, on va avoir la chance d'entendre une experte et 3 sœurs turquoises qui vont discuter des défis qu'elles ont dû relever dans leur parcours du cancer de l'ovaire, du diagnostic jusqu'à présent. Elles vont aborder aussi des stratégies qu'elles ont développées en cours de route pour mieux vivre avec la maladie. Juste un petit rappel qu'une période de questions et réponses de 15 minutes est réservée à la fin du panel. Donc, je vous invite à continuer à soumettre vos questions tout au long de la séance à travers la fonction Q&R sur Zoom. Maintenant, un petit mot sur nos conférencières. Je vais leur laisser chacun le soin de se présenter un peu plus amplement, mais on a le plaisir d'avoir avec nous Sophie Blondin, qui est une coach certifiée qui travaille auprès de personnes qui vivent avec le cancer, ainsi que 3 sœurs turquoises, Nathalie et Diane, qui, comme plusieurs d'entre vous, ont eu des parcours uniques et différents, mais avec qui je suis certaine que vous allez retrouver des similitudes et des expériences partagées. Donc, mesdames, je propose que vous vous introduisez. On va faire un petit tour de table en commençant par Sophie. Donc, si tu peux nous parler un petit peu plus de toi, de ton expérience et de ton rôle actuel. Merci beaucoup, Valérie. Alors, tout d'abord, merci envers Canada et à Valérie de m'avoir invitée. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce soir. Donc, ça fait 14 ans que je travaille en oncologie, essentiellement tout ce qui se rapporte au soutien. Donc, que ce soit la Société canadienne du cancer, l'Espoir, c'est la vie, au Glenn en cancer du sein, les tumeurs cérébrales. Bref, mon objectif a toujours été de trouver des ressources pour mieux répondre aux besoins. Et le besoin passe par l'information, mais passe aussi tout simplement par l'échange. Comme Valérie vous a dit, je suis un coach certifié. Je travaille actuellement un projet de recherche qui inclut un processus de retour à la vie active. Je préfère le mot vie active à la vie normale parce qu'on peut toujours se demander qu'est-ce que la normalité. Alors, la vie active, c'est lorsqu'on a terminé un épisode de traitement et que là, le médecin nous dit vous pouvez reprendre vos activités, vous pouvez, par quel bout on prend ça? Alors, c'est un projet de recherche qui inclut un parcours de coaching et on essaie de mesurer l'impact finalement de ce soutien-là pour aider les gens atteints d'un cancer à retrouver leur point de repère, retrouver la volonté, le goût de faire des projets, mais aussi d'adresser certains défis. Alors, c'est qui je suis et c'est ce qui me passionne. C'est la raison pour laquelle je vous remercie de m'avoir invitée. Merci, Sophie. C'est un honneur pour nous de t'avoir parmi nous. Et puis, Nathalie Dupont, si tu peux nous partager quelques mots sur ton histoire, ton expérience avec le cancer de l'ovaire. Bien, bonjour Valérie, merci. Moi, c'est Nathalie Dupont. Je viens de Matane en Gaspésie. J'ai été diagnostiquée en 2018, en mai, pour un cancer des ovaires de stade 2B. J'avais 54 ans. Suite à cela, j'ai été opérée. Ils ont enlevé deux kystes au niveau de mes ovaires. J'ai eu de la chimio, 6 traitements avec Taxol. Et en septembre 2019, j'ai une première récidive. C'est sûr que quand j'ai eu l'annonce du cancer comme tel, c'était quelque chose, mais la récidive, ça a été comme un bon coup de poing dans le front. Là. Ça a été assez difficile à prendre. Mais regarde, avec le positif, on continue. J'ai eu des traitements de chimio, mais pas les mêmes traitements. J'en ai eu 6 avec cette fois-là Calyx. Ensuite, on continue la vie, on avance, on garde espoir. Et en mai 2022, j'ai un deuxième récidive. Là, c'est 2 petites masses là, au niveau abdominal. Tout le reste est beau. Là, quand on regarde mon hémato-oncologue, c'était la première fois que j'avais un choix.
Elle me dit, vous avez un choix d'une chimio ou de l'autre chimio. J'ai dit, mon Dieu, c'est rare qu'on ait le choix dans ces cas-là. Fait que j'ai repris la même chimio que j'avais eue à la première récidive. Là, j'ai mon 5e traitement d'effectuer, il m'en reste un. Ça va très bien. C'est sûr que, en tout cas, on va en parler un petit peu plus loin, là, les effets, les journées plus difficiles sont quand même là. Mais je garde espoir, puis je sais que ça va bien aller. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Nathalie, de partager un petit peu plus sur ton parcours. Diane, est-ce que tu pourrais te présenter? Il faut juste... Bon, oui, ça marche. Ça fonctionne. Oui, moi, j'ai 62 ans. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 56 ans en 2016. Ça fait 6 ans que j'ai été opérée. Fait que j'étais en état de survie depuis 6 ans. Les médecins me donnaient 4-5 ans à vivre. Ils me donnent toujours 6 mois à vivre. Bah, j'ai dit, on verra ça dans 6 mois. À chaque 6 mois, j'étais encore là. J'ai eu comme traitement, je dis, 4-5 chimios. J'avais un bout de chimio. J'ai participé aussi à 2 essais cliniques, inhibiteurs PRP. J'ai pratiquement tout le temps été en traitement, mais avec des pauses qui me permettaient de faire d'autres choses et de récupérer. Mais durant cette période, ça m'a permis aussi à m'amener, comme on dit, plus de se poser, prendre soin de soi. C'est qu'à m'amener avec la fondation. J'habitais Québec, au centre-ville, mais j'étais à côté de l'hôpital. Fait que ça, c'était plus facile pour moi d'aller les traitements, les médecins. Mais j'ai aussi soutien avec la Fondation québécoise du cancer pour des cours de Qigong, de yoga adaptés, ce qui m'a permis de apprendre à méditer, à être beaucoup plus. Avant, j'étais dans l'action et maintenant, je suis dans le calme. J'ai eu, mais grâce à ces formations-là, ça m'a permis de mieux accepter d'être plus calme. Mais quand même, j'ai appris aussi à vivre au jour le jour. Puis, comme tantôt, une des conférencières disait, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Aller prendre le café, aller m'acheter quelque chose, mais me faire plaisir à chaque jour. Fait que, pour le moment, je poursuis avec l'autre traitement. Là, ce que j'espère, ça m'a amené de trouver un traitement qui va me stabiliser. Mais mon objectif de vie est d'au moins 10 ans minimum. Je pense bien. Mais c'est quelque chose pareil. C'est sûr, ça change la vie, mais là, en 6 ans, on s'habitue. Donc, comme on dit, ben, c'est comme ça qu'on vit. Et il y a aussi, comparativement à d'autres, mais je vis seule aussi, fait qu'il a fallu que je m'organise. Oui, puis on pourra parler de tous ces défis-là tantôt. Diane, tu rentres un petit peu entrecoupée dans la connexion, mais c'est ça la vie avec les conférences virtuelles, donc on va essayer de faire avec. Oui, c'est la connexion qui est faible. Je crois qu'on t'entend assez pour te comprendre, donc ça va. Et puis, merci pour le partage. Oui. Nathalie Desrochers, si tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton expérience. Bonsoir tout le monde, je suis Nathalie Desrochers, je suis de Laval. On m'a diagnostiqué un cancer des ovaires de haut grade en novembre, exactement le 8 novembre 2013. Je viens de fêter ma 9e année de survie. Donc, pour ceux qui gardent l'espoir, ne perdez pas espoir. Ça a été très difficile. J'en suis à ma 4e récidive. Les 4 premières années, de 2013 à 2017, je me suis pris 3 récidives d'affilée. Et là, en 2010, c'était ce printemps, au mois de mai, j'ai récidivé une 4e fois. Puis là, ben, ça se passe au niveau de l'aorte abdominale. C'est pas beaucoup, on l'a pris comme pas mal à temps, je dirais. Mais il se développe pas comme d'habitude, il se développe complètement différemment. Les autres fois d'avant, c'était plutôt des masses que j'avais. Et cette fois-ci, là, c'est plus des métastases, là, tout ça. En ma première récidive, c'est passé, je dirais,
6 mois après la fin de mes premiers traitements de carbotaxol, j'ai embarqué tout de suite sur le carbocalyx, qui était la deuxième ligne. Et après ça, après cette séance-là, en 2015, juste après ma deuxième récidive, là, on m'a mis sur un médicament qui était un peu comme à l'essai, si vous voulez. Le nom m'échappe, là, qui était fait surtout pour le cancer du sein, mais on l'essayait quand même pour savoir si mon cancer était pas hormonodépendant ou quoi que ce soit. C'était le tamoxifen. Et puis, ça n'a pas marché. Je suis retombée en récidive en 2017. Et à ce moment-là, on m'a réouvert parce qu'en première instance, j'ai quand même subi 2 grosses interventions chirurgicales, plus la chimio. Et en 2017, on m'a réouvert encore comme une grosse opération, comme la première. Et j'ai eu droit à 20 traitements de radiothérapie parce qu'encore là, j'avais un métastase qui était au niveau de la aorte abdominale et qui n'était pas atteignable, c'était trop dangereux. Donc, on l'a brûlé avec la radiothérapie. Malheureusement, cette fois-ci, on n'a pas pu le brûler parce que dans mon ventre, c'est comme une grosse toile d'araignée. Fait qu'on pouvait pas, il n'y avait pas possibilité de faire de la radiothérapie. Fait que j'ai eu la possibilité de retourner au carbotaxol. Je viens de terminer, ça fait 7 semaines, mes traitements. Et là, je suis depuis 3 semaines, bientôt, je suis sur le traitement de niraparib. Et c'est ça. Ce qui m'a aidé pas mal à garder le cap, c'est les défis qu'on va parler. Oui, justement. Donc, merci à vous toutes de participer au panel. Merci de partager cette vulnérabilité-là avec nous. Ce n'est pas toujours facile de parler publiquement d'une histoire aussi personnelle. Donc, vraiment, je vous en remercie parce que beaucoup vous écoutent ce soir et qui vont se retrouver un petit peu dans votre histoire, même si chaque parcours, bien évidemment, est unique et chaque expérience est très personnelle. Mais je vais vous permettre maintenant, Sophie, de mener ce panel de discussion avec les femmes pour parler des différents défis auxquels elles ont été confrontées lors de leur parcours. Et je vais vous retrouver pour la période de questions et réponses. Donc, j'invite tout le monde qui nous écoute de soumettre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Valérie. Alors, merci, mesdames, d'être avec nous ce soir. Vous avez des parcours différents, par contre, des émotions, des épreuves semblables. Si vous permettez, je vais commencer avec vous, Diane. Je sais que vous avez fermé votre caméra. Peut-être que c'est probablement plus facile pour le son. Diane, tout à l'heure, vous avez mentionné « je suis seule ». Ce que j'ai compris aussi à vous écouter, c'est que le fait d'être seule a constitué un défi à bien des égards. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, le fait de vivre ça, travailler en gestion de projet, j'ai dit, je vais gérer ça comme un projet. Mais à un moment donné, c'était la nourriture. Fait que je me commandais des petits plats. Je vivais quand même centre-ville. Je traversais la rue pour aller chercher ce qui me manquait. Ça a été les finances, à un moment donné aussi. Mais ça, je ne manquais pas d'argent parce que j'avais un emploi. Ça, c'est une chance. Puis aussi, pour le ménage, bien là, j'ai engagé une femme de ménage, quelle merveille. Bon, tu sais que j'aimais ça. Je ne dis pas que je ne faisais pas ça avant. Ce qui fait qu'il a fallu, pour toutes mes activités quotidiennes, engage la femme de ménage, commande des petits plats, voie d'épicerie. Puis là, les amis en entour, mon cercle social, ils m'ont supporté parce que ma fille vivait loin de moi, dans 250 km. Fait que ça a été les amis. Et j'habitais aussi à côté de l'hôpital. Quelle chance! Fait que là, en taxi, je peux aller voir le médecin, revenir. Et si j'avais besoin d'accompagnement, j'avais toujours quelqu'un. Ou s'il y a des périodes où je ne pouvais pas rester seule, mais il y a des amis qui venaient rester avec moi. Ça a été vraiment... oui. Puis mon objectif, c'est là encore aujourd'hui, autonome le plus longtemps possible. J'ai dit, si un jour ça baisse plus, bien là, on ira en RP, on ira... À un moment donné, je commençais à aller magasiner. Non, pas de suite, pas de suite. On peut se commander.
Donc, vous Fait avez que, différentes façons de faire et vous oui. avez accepté de l'aide aussi. Oui, oui. Mais ça, j'avais de la misère. Ils disaient, il faut que tu acceptes, là. J'étais OK, OK. Mais je pense que les C'était dames aussi. énorme, comme les enfants. Et Je suis dites-moi, le fait que vous capable. étiez près de l'hôpital, Mais il y a des fois, je n'avais pas le choix. Hum? pardon, À le fait que Québec, vous près de l'Hôtel-Dieu. étiez près de l'hôpital facilitait le tout. Mais ce que je sais, Oui. vous avez dû faire un grand changement afin de Ah, poursuivre. c'est comme une vie. Oh non. Je me suis dit, j'ai travaillé toute ma vie pour ramasser de l'argent pour faire ça. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que ça donne, tu sais? Et j'ai dû, après un an, là, il voulait que je retourne travailler. Moi, je voulais pas. J'ai dû pris ma retraite. J'ai dit, c'est pas important. Fait que j'ai dû prendre ma retraite. C'est sûr qu'il y avait toutes les idées que je faisais. Ça a été un changement. Mais depuis 6 ans, je me suis comme habituée, là. Mais c'est ça. Okay. C'est de faire des choses, les amis, la famille. Puis prendre soin de soi, là, ça prend du temps à apprendre. Mais le cercle social, mes amis, là, je suis chanceuse. Très chanceuse. Vous êtes chanceuse, mais je vous dirais, Diane, que vous l'avez probablement cultivé. Vous savez, on cultive un peu un Oui. jardin d'amitié et lorsqu'on en a besoin, on s'est investi, mais on peut aussi passer au moment de la récolte et apprendre à la recevoir, cette aide-là. Merci beaucoup, Diane. Maintenant, on va passer avec Nathalie. Merci. Parce que je dois vous nommer. Hein? On a la chance d'avoir 2 Nathalie ce soir. Nathalie, dans votre histoire, dans votre parcours, il y a eu aussi des événements difficiles au niveau de la famille. Le cancer de l'ovaire avait une place qui était non connue ou comme un squelette dans le placard. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Je m'excuse, Nathalie, vous êtes en mode silencieux. Bon, m'entendez-vous? Oui, tout à fait, je vous entends très bien. Bon. En 2018, c'est ça, quand on m'a diagnostiqué, pendant que je recevais ma chimio, j'ai eu la visite d'un médecin au niveau de la génétique. Parce que lui, quand il est venu me voir, il a fait mon historique, puis ça remontait probablement à ma grand-mère, qui probablement avait été touchée au niveau abdominal, ma mère, cancer du sein. Suite à ça, il a dit là, il faudrait qu'on fasse une recherche de génétique. J'ai accepté tout de suite. Puis je vais vous dire, j'ai eu aucune peur parce que moi, là, la recherche de la génétique, dans ma tête, c'était pour aider ma famille. Moi, c'était ça. Je voulais m'aider aussi, mais c'était plus ça. Fait que quand le médecin est arrivé plus tard, puis il me dit, vous êtes porteuse du BRCA1, moi, tout de suite, j'ai avisé mon frère et ma sœur, qui, eux autres, ont fait la recherche de la génétique. Ils sont tous les 2 porteurs du BRCA1. Puis ma petite sœur, qui est cadette de 5 ans, elle a décidé, après avoir jasé avec son conjoint, qu'elle se faisait opérer en prévention. Elle avait 49 ans pour se faire enlever les ovaires. Fait qu'elle s'est fait opérer 1 an plus tard. Et quand ils l'ont opérée, ils ont découvert le début d'un stade 1 au niveau du cancer des ovaires. Puis je vais vous dire, sans ce qui m'est arrivé, tu sais, des fois, on dit qu'il y a des choses dans la vie qui nous arrivent. Je ne dis pas que c'est plaisant, mais j'ai dit, si on peut sauver des gens, en tout cas, fait que suite à ça, elle s'est fait opérer. Et là, les médecins n'étaient pas sûrs parce que l'hémato-oncologue voulait donner de la chimio en prévention. Et sa chirurgienne disait, je ne pense pas que vous en ayez besoin. Mais ma sœur a décidé de prendre les 6 traitements de Taxol en prévention. Puis aujourd'hui, elle a 53 ans, elle va bien, aucune récidive. Suite à ça, il y a eu nos enfants. Et là, il fallait aviser nos enfants. Moi, j'ai 2 garçons. Elle a 2 filles, puis mon frère, lui, est porteur. Puis, en tout cas, il se fait suivre très étroitement, puis ça va bien. Fait qu'on a 6 de nos enfants qui sont au courant et qui, eux autres, vont décider selon leur expérience, selon les recherches qui continuent à Ovaires Canada, tu sais, c'est pas pour rien, et ils vont décider, quand ils vont être prêts,
à effectuer là, ce qu'ils vont avoir besoin. Comme là, j'ai ma filleule qui a eu un petit garçon, puis elle veut un deuxième enfant et après, elle veut se faire ligaturer. Parce que c'est prouvé que, en tout cas, la ligature des trompes, mais les 3 filles qu'on a dans la famille, eux autres sont décidés de faire leur famille et après, de prendre la prévention. Puis nos garçons, les garçons, c'est pas pareil que les filles, hein? C'est pas pareil. Mais ils sont au courant, puis parce que chez les garçons, c'est la prostate et les seins. Hein? On pense que la prostate, ça arrive comme ça, mais le BRCA1 peut-être. Fait que c'est ce côté-là qui a été bénéfique là, pour ma famille. Et en plus, j'ai une de mes amies proches qui, elle, sa mère faisait partie de triplettes identiques et elle s'est fait dépister parce qu'il y en a 2 qui sont décédés du cancer des ovaires et elle était porteuse du BRCA1 et elle s'est fait opérer en prévention. Tout était beau et elle s'est fait refaire les seins aussi en prévention pour elle. Fait ce que j'entends, c'est que la recherche a un impact sur la qualité de vie, non seulement dans les traitements, mais aussi dans la prévention. Je pense que vous nous donnez un exemple là, assez complet de l'impact sur la qualité de vie que peut avoir la recherche. De ce que je comprends, ça s'est bien passé. Ce que j'entends aussi, c'est que pour vos enfants, vous les avez informés. Ils sont donc au courant, mais à eux de prendre la décision. Et ça, d'extérieur, c'est quelque chose de très fort comme message. C'est-à-dire maintenant, l'information est accessible à chacun de prendre sa propre décision basée sur sa réflexion. Effectivement, je comprends. Il y a beaucoup de questions dans le chat et vous verrez, on y reviendra après. Je vous ai entendu. Dites-moi, Nathalie, vous avez parlé du soutien que vous avez eu. C'est pas tout le monde qui veut baigner dans cet environnement. Comment ça s'est passé pour vous de dire, oui, j'ai, si vous voulez, une étiquette, je suis atteinte d'un cancer. Je suis atteinte d'un cancer, on peut parler. Je me tiens avec des gens qui vivent les mêmes émotions, ce qui fait que c'est rassurant, c'est apaisant, mais pas toujours. Non, pas toujours. C'est ça. Quand j'ai eu le diagnostic du cancer des ovaires, la première fois, j'ai comme nié un petit peu. Tu sais, je me disais, bon, je l'ai eu, il est parti, il ne reviendra plus, je n'aurai plus. Donc, le soutien extérieur par des personnes au niveau du cancer était comme moins probant. C'était plus, ma petite sœur a été beaucoup auprès de moi, ma famille. Fait que cette période-là a été surtout une période là, oui, il est venu, mais il est reparti. Quand j'ai eu la récidive en plein front, comme on dit, là, j'ai dit, oh, là, il y a quelque chose à quelque part qui... Là, j'ai senti comme... j'ai dit... En tout cas, je me suis sentie un peu impuissante, mais en même temps, je me suis dit, non, là, je prends ça en main, puis je vais aller vérifier. Moi, il y a une chose que je trouvais difficile quand on allait sur des sites, puis des fois aussi, quand on a eu Ovaires Canada au début, quand on me parlait de statistiques, là, ça, là, je trouvais ça très difficile parce que je ne suis pas une statistique. Quand je rentrais dans le bureau, puis quand j'en sortais, j'en suis pas une. Puis encore aujourd'hui, quand j'ai vu mon hémato-oncologue la dernière fois, je lui ai demandé, j'ai dit, y a-t-il possibilité que tout ça disparaisse? Elle m'a regardé et elle n'a pas dit un mot. Là, je l'ai regardé, j'ai dit, moi, là, je garde la porte ouverte sur l'espoir. Elle a souri, puis je suis sortie. C'est ce côté-là que, au niveau du... Puis maintenant, là, je suis sur Ovaires Canada, Ovodialogue. J'y vais régulièrement, j'encourage des femmes. Je le sais qu'ils m'encouragent aussi, mais je prends plus ça de la même manière. Le soutien d'Ovaires Canada, là, je l'accepte et je le prends de façon à faire évoluer les choses, que ce soit dans mon entourage, que ce soit quand je vais en chimiothérapie à Rimouski, c'est moi qui ai amené
Ovaires Canada, parce que les personnes là, même les infirmières ne connaissaient pas Ovaires Canada. Mais il y a du chemin à faire parce qu'en Gaspésie, là, c'est difficile. Ovaires Canada, il est plus Montréal. Mais on aurait besoin là, d'avoir de la promotion, d'avoir pour que les gens, parce que ça vient pas de façon innée. Les infirmières, s'ils ont quelqu'un qui a un cancer d'ovaire, ils n'en parlent pas. Même les infirmières pivots n'en parlent pas. Moi, vous êtes devenu un peu l'étendard, dire moi, ça m'a bénéficié, Ovaires Canada, c'est bon d'en parler. Et ce que je comprends, c'est que vous avez pris le soutien, mais que maintenant, vous l'avez à la fois intégré et vous êtes capable de le partager. Oui. En temps un pas plus loin. Bien, merci, Nathalie. Permettez-moi d'aller avec l'autre Nathalie Desrochers. Nathalie, quand on vous écoutait tout à l'heure vous présenter, vous aviez, je donne une image, une cape de super-héros. Comme ça. Oui, en 2013 surtout. La première fois, c'est un peu comme Nathalie. J'ai pris ça, moi, comme une grosse grippe. Mais ça a été l'écroulement autour de moi. Mon conjoint, mes enfants, mes parents. Au premier diagnostic, c'est moi qui ai été le soutien familial, c'est moi qui était le pilier de tout ça, puis c'est moi qui disais à tout le monde, ça va bien aller, regarde, je fais mes traitements, puis je vais t'opérer, puis bon, et qui sait, je ne l'ai vraiment pas eu facile parce que les traitements me rentraient dedans solide. J'étais très malade, très amochée, mais je gardais tout mon petit monde la tête hors de l'eau en leur disant, regarde, ça va bien aller, ça va super bien aller, je vais m'en sortir, c'est juste un mauvais épisode de ma vie. J'étais quelqu'un qui s'entraînait, qui faisait tout, j'avais à peine 44 ans à l'époque et c'est ça, donc je me suis occupée de tout le monde, de tout ce bon monde-là. Par la suite, c'est après les récidives. À la première récidive, là, j'ai fait comme wow, wow. Là, c'est vrai, ça revient, là, cette affaire-là. C'est quoi ça, cette affaire-là? Mais j'avais encore gardé l'espoir, mais j'ai appris après la première récidive à m'écouter et à faire comprendre mes besoins et à faire comprendre autour de moi que j'avais besoin d'eux aussi. Mais ça n'a pas été facile. Je n'ai pas eu le soutien familial que j'avais besoin. Vraiment pas. Et je l'ai eu pour la première fois cette année, malheureusement. Et les autres fois, ça a été plus du soutien de groupe que j'ai été. Puis je pense que j'ai un caractère puis une personnalité qui est très, très forte. En 2015, comme je vous l'ai expliqué tantôt, j'avais besoin, tu parlais d'étiquette, j'avais besoin de ne plus être étiquetée, d'avoir ce maudit étiquette dans le front où c'était écrit « la cancéreuse ». Je ne voulais plus avoir cette étiquette-là. Je m'étais perdue parce que, bon, je n'avais pas pris soin de moi non plus. Hein? Je prenais soin de tout le monde autour de moi. Je prenais soin du moral de tout le monde, des troupes. Et en 2015, faisait après 2 semaines de fin de traitement, après ma première récidive, j'ai demandé à mon oncologue qui m'a dit vas-y. Et je suis partie avec mon sac à dos. J'ai fait le Pérou. Je suis montée à 5800 mètres d'altitude en 4 jours. Quand je suis arrivée en haut, j'ai époumoné ma douleur. Puis la maladie, pour moi, c'était comme la fin. Je me disais, c'est la fin de la maladie, c'est là que je te laisse, j'en veux plus, tout ça. J'ai embrassé le sol, je me suis époumonée au bout de la falaise. Quand je suis redescendue, là, j'ai retrouvé Nathalie. Là, j'ai décidé à ce moment-là, de là-bas, du Pérou, je me suis refait percer le nombril, je me suis fait percer le nez, je me suis fait tatouer là-bas les emblèmes du Pérou
parce que pour moi, c'était important. C'était un cheminement. Ça faisait partie de ma bucket list qui devait être faite éventuellement sans la maladie. Mais je suis contente de l'avoir faite parce que j'ai vraiment appris là-bas à prendre soin de moi, à qui j'étais. Je me suis retrouvée en tant qu'humaine, en tant que personne, en tant que Nathalie. Pour moi, c'était vraiment important. Ça a été un pas à la fois. Puis quand je vous dis un pas à la fois, j'avais mon frère qui était avec moi, mon jeune frère, puis qui me disait, on marchait au rythme de la mariée. Là. Alors, j'avais un chapeau qui faisait que j'avais une grande palette, donc je ne voyais pas ce qui s'en venait. Ça m'arrêtait de voir au-delà de tout ça et de voir vraiment ce que je vivais au moment présent. Alors, pour moi, ça a été, là, et depuis ce temps-là, ça a fait partie de ma vie. Je ne peux pas vivre autrement que ça aujourd'hui. En vous écoutant, Nathalie et Diane, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mon Dieu, et là, je vais choquer des gens, dire, mon Dieu, c'est comme une lettre à la poste, ça s'est bien fait, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas eu... Êtes-vous en train de me dire là, que vous étiez toujours les deux mains sur le volant tout le temps là, de votre parcours? Pas Non? du tout. Pas du tout. Non, Diane non plus, Nathalie non plus, Nathalie non plus. Je ne l'ai pas entendu, ça. Mais pour ma part, si je peux me l'exprimer, non. Je pleurais en silence. J'ai pleuré souvent en silence. Et je pleure encore en silence. Parce que je ne veux pas laisser paraître à mon entourage non plus. Mais oui, on vit avec des douleurs. Oui, on a le corps qui peut nous faire mal. On a des humeurs, on a des journées où on voudrait rester accroupi, tout en m'étouffé dans notre lit. On ne veut pas que personne nous parle. On voudrait oublier la journée qui se lève. Oui, ça nous arrive. Et ça m'est arrivé plus qu'une fois même. Plus qu'une fois où je pouvais savoir que mon mari, mes enfants n'étaient pas là. Je me disais, regarde, je ne me lève pas. Je ne me lève pas. Je n'ai pas envie de me lever. J'ai envie de pleurer. Puis j'ai envie de trouver ça dur parce que c'était dur. Parce que c'était vraiment pas évident. C'était vraiment pas facile. Puis non, il faut se le permettre. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, j'arrive plus à le verbaliser avec mon conjoint. Quand ça ne va pas, je lui dis, regarde, aujourd'hui, je suis out de service, tu me demandes rien, je peux pas. Non, j'ai pas cet espoir-là aujourd'hui, si je peux l'exprimer comme ça. Autant on vit avec de l'espoir, autant on espère et on dit à nos proches qu'on garde espoir et que tout va bien aller. Non. On a des journées où on se dit, pourquoi? On doute. Excuse-moi, Nathalie. Non. Ben, moi, je ne peux pas dire que j'ai hurlé, j'ai pleuré, que j'étais en colère, par exemple. Parce que je suis pas. En tout cas, moi, quand c'est arrivé dans ma vie, j'ai dit, bon, ben, ça doit être là pour quelque chose. C'est bien plate à dire, là, hein, quand on dit ça. Mais j'ai été chercher, moi, c'est les premiers jours de chimiothérapie que je trouvais difficile, que je trouve encore difficile parce que j'en ai. Les 10 premiers jours, là, des fois, là, j'arrive le soir, là, puis là, je me dis, mon doux Seigneur, c'est sûr que là, mais j'essaie de vivre le moment présent. C'est ce qui vous arrive. En vivant le moment présent, ben là, des fois, là, comme là, j'ai une petite fille de 8 mois, ben, des fois, pour m'encourager, je pense à elle. Moi, j'ai ma sœur qui me suit beaucoup puis qu'elle me semble quasiment de loin. Bien, quand des fois j'ai besoin d'encouragement ou d'un petit boost là, ou qu'elle m'arrive et elle me dit, bien là, Nathalie, là, c'est pas si pire que ça. Là, hein? Fait que je l'appelle, on se fait un FaceTime. Puis quand je suis vraiment fatiguée, bien, je le dis. Des fois, mon garçon m'appelle sur Zoom, puis là, il dit, maman, bonjour, comment ça va? J'ai dit, là, c'est difficile, mon garçon, aujourd'hui. J'ai dit, là, je t'aime beaucoup, mais j'ai dit, là, je vais me reposer, puis on se rappelle demain. Tu sais, aujourd'hui, je nomme les choses, je le dis, mais
Puis mon conjoint qui est auprès de moi, ben, c'est la deuxième récidive. C'est la première fois qu'il me dit qu'il trouve ça dur. Puis ça, là, je l'avais jamais, puis je le sens pas. À un moment donné, là, j'ai dit ça, j'ai dit, c'est donc bien dur. J'ai dit, je le sais que c'est dur. En plus, je suis infirmière. J'ai soigné des gens. J'ai dit, c'est comme si je voyais venir les affaires. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, c'est difficile. Ben, dit, moi aussi. Là, quand il m'a dit ça, moi aussi, je trouve ça difficile. Je me suis quasiment dit, ben là, franchement, il n'y a pas la chimio que j'ai. Il n'y a pas l'affaire que j'ai. Il n'y a pas telle affaire. Mais ça n'a pas été long. Tu sais, ça n'a pas été long. J'ai dit, je te comprends, mon chum, mais j'ai dit, garde, on passe ça, là. Il me reste un traitement. Il me reste. Ben, j'ai dit, on va passer au travers. Puis après ça, on va profiter de moments là, qui. Mais dès que je vais bien, là, je prévois des affaires. Comme l'autre fois, j'étais à la chasse avec mon chum. Tu sais, des projets. Oui, des projets. Le parallèle que Nathalie, vous choisissez, Nathalie Desrochers, vous choisissez des fois de vivre votre peine seule. Vous organisez, vous le planifiez. Nathalie Dupont, c'est pas un besoin que vous avez. Non. Diane, vous êtes seule. Oui. Est-ce que ça vous manque? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez-vous de la colère, de la peine? Comment on fait ça? Mais quand ils m'ont annoncé que j'avais le cancer, oui, j'étais fâchée. J'ai dit, moi qui m'entraînais, qui mangeais bien, puis tout. Là, j'ai dit, ça a été, je ne veux pas travailler toute ma vie pour finir comme ça, rapidement de même, pour profiter de la retraite, tous les plans de projet. Fait que c'est sûr que j'étais en colère, puis là, ben, par après, ben, puis le fait d'être ça, ben, parfois, quand tu ne files pas, ben, tu dis, tu ne files pas. Fait que tu restes ça. Je me couche attends que ça passe. Mais je comprends aussi la réaction des gens parce qu'en même temps, j'ai accompagné des gens qui étaient en phase terminale de cancer dans la famille. Ça me faisait plus de peine que moi avoir le cancer. Fait que je comprends quand les gens, au début, les gens pleuraient. Je dis, arrêtez, si je vis 10 ans, vous pleurez quand je mourrai. Il était tout ça, ça me ça pleurait. Là, si je vis 10 ans, là, on ne broyera pas pendant 10 ans. Ben, je suis rendue à 6 ans. Puis à toute fois, les gens me voient, ah, t'as l'air en forme. Je ne leur dis pas, parce que je suis bien trop que, si je ne file pas trop, ça ne donne rien. Ils vont tous devenir inquiets, ils vont tous se mettre à pleurer. Mais ça te voit au début, ça pleurait, là. Il fallait que je les console. Mais je sais que des fois, pour l'entourage, des fois, ça peut être plus difficile que pour nous. Parce que moi, j'avais trouvé ça très difficile d'accompagner mon cousin, mon père. Là, t'es beau libéré. Et puis là, je disais au docteur, moi, je ne veux pas finir de même. Soyez-moi comme il faut. Ou sinon, faites ça vite. Ah non, elle a fait vite. Elle a dit, je ne veux pas voir ça, moi. Ce qui m'amène à aller vers un sujet un petit peu plus tabou. Parce que malheureusement, on a l'impression que parce qu'on en parle, ça arrive, on l'attire. C'est comme si on parle de la pluie, il va pleuvoir. Là. C'est un sujet délicat qui confronte tout le monde. Puis les gens qui nous aiment aussi, c'est de planifier la suite, de planifier sans savoir si ça va arriver, la fin de vie, les soins. Vous avez des enfants, vous êtes en couple, vous êtes seul. C'est angoissant. Comment on vit ça? Ben, pour ma part, je me souviens qu'à ma deuxième récidive, j'ai voulu, en me disant que c'était la fin, là, c'était fini, là, regarde, il faut que je prépare mes affaires. J'avais écrit pour mes filles, j'ai dépassé toutes mes REER, j'ai fait des préarrangements. Et j'avais aussi ma belle-maman qui venait de décéder. Donc, j'étais dans cette partie-là. Mais c'est pas facile. C'est la partie, je pense, la plus dure. Je dis toujours que j'ai pas peur de la mort, puis je pense qu'on est tous pas mal pareils. Ce qu'on a peur, ce qui nous fait peur, c'est de laisser ceux qui vont rester. Moi, j'ai encore des jeunes enfants. J'ai une jeune fille de 12 ans encore à la maison. Donc, puis ma plus vieille, elle vient de partir. Ça fait à peine 2 mois. Elle vit à Québec, elle étudie. Mais sinon, c'est ça qui est le plus dur, je crois,
Mais il ne faut pas non plus, moi personnellement, je ne m'arrête plus à ça. Je ne m'arrête plus à me dire c'est quand. Je suis comme tout le monde, j'ai une fin, j'ai une date d'expiration, mais je ne la connais pas. Hein? Puis, il ne faut pas se lever non plus chaque matin ou chaque jour puis penser à ça. Puis j'en ai vu, en 9 ans, j'en ai vu des dames qui nous ont quittés avec le cancer de l'ovaire. J'en ai accompagné. J'en ai en a à qui j'ai donné leur dernier bain ou je les ai amenés jusqu'à là. Et je vais vous dire, souvent, j'en ai vu qui n'avaient pas cet espoir que la plupart on a ici ce soir. Je pense que de garder cet espoir-là fait que ça nous amène au-delà de notre fameuse date d'expiration. Mais personnellement, j'aime y croire. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des journées, il y a des moments où vous vous permettez de dire je ferme le rideau, puis il n'y en a pas d'espoir, puis je m'assois dessus, là, puis là, je pleure parce que j'en aurai peut-être demain, mais là, j'en ai pas. C'est une permission que vous vous donnez. Oui. Diane aussi, vous faites ça? Diane aussi? Oui. Okay. Nathalie Dupont, est-ce que vous faites ça aussi? Pas autant que ça. Non, mais moi, je vais te dire comme là, j'ai 58 ans. Ma mère est décédée des suites d'un cancer du sein à 59. Ça, là, je peux te dire une chose que ça me touchait beaucoup. Parce que, puis quand elle est décédée, mon garçon avait 8 mois. Ma petite fille a 8 mois. Tu sais, là, à un moment donné, là, je me suis rendu compte là, que c'est quoi cette affaire-là? Là? Je ne partirais pas le même âge. Puis ma petite fille qui a 8 mois, j'ai dit arrête-moi ça, puis ça presse. Là, il a fallu que je me parle. Là, je n'ai pas pu me mettre un rideau ou n'importe quoi sur la tête. Là. Je me suis parlé, puis je me suis dit regarde, là, dans ce temps-là, il ne savait même pas qu'elle était BRCA1, puis elle devait l'être probablement. J'ai dit aujourd'hui, on le sait. J'ai des traitements, je vis la vie chaque moment présent. Oui, je le sais. Là, je suis plus à l'aise. Je ne te dis pas que je suis complètement à l'aise de parler de la mort, malgré que j'en ai parlé beaucoup avec mes patients quand c'était le temps. Mais de la mienne, ce n'est pas toujours évident. Mais je débute une paix avec ça. Parce que je me dis, je regarde à côté de moi, il y a des jeunes qui meurent dans des accidents, dans des affaires de même. Puis je dis, moi, je vais-tu commencer à me stresser? Puis j'ai une bonne capacité pas de résilience, mais je ne sais pas comment dire ça, mais de ramener les choses là présentement, là, comment tu te sens bien? Bon, ben regarde, vis ça, puis quand ça sera le temps, ben ça, tu le vivras, puis c'est ça. Cette capacité-là, Nathalie, que vous avez, et Nathalie Desrochers disait oui, et Diane disait oui, cette capacité-là d'être dans le moment présent, c'est parce que je pense aux dames qui nous écoutent. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Non. Pas quelque chose. Non, ça se lorsqu'on travaille. nous donne un diagnostic, ça ne vient pas de pair avec le diagnostic de je suis calme, tout va bien. C'est ça. Parce que là, on vous voit plus tard. Là. On vous voit. Oui, on a cheminé. On a cheminé depuis ce temps-là. Au début, ça, je disais, en allant à des cours, des ci, des ça, tu profites de la journée parce que le lendemain, tu ne sais pas, ni le surlendemain, comment tu vas être. Mais je dis toujours, demain, je serai là. Et je suis encore là. C'est aussi que ça amène, je sais qu'à un moment donné, le dernier métaux que j'avais, il me dit, il te reste 6 mois. Là, à un moment donné, j'ai eu une crise panique. Là, j'ai paniqué. Là, c'est pas déjà fini, c'est pas déjà fini. Non, je suis encore là. Ça fait 8 mois, je suis encore là. Mais, fait que là, j'ai dit, remets-toi dans le moment présent, remets-toi dans le moment présent. Mais ce que je pourrais ajouter aussi, comme on parlait tantôt de ça et tout, à un moment donné, il a fallu, comme on disait, planifier, mettons, en termes de finances. C'est quand je vais être en fin de vie, qui va payer mes comptes, qui va prendre des décisions. Mais j'ai séparé ça. J'ai pris quelqu'un de fiable pour aller fouiller mon compte de banque, payer mes choses.
Puis, pour ce qui est des décisions, ça va être des décisions de soins de vie. Là, j'ai mandaté un de mes frères qui est d'accord. Puis j'ai dit, laisse-moi pas souffrir, là. Pas de réanimation, là. Fait que, il est bien d'accord avec ça, puis il est très à l'aise. Mais j'ai parlé à bien du monde, là, qui serait. Parce que l'aspect soins de vie, mes amis, ils étaient tous disponibles, mais je préférais ça, laisser ça à la famille. Les finances, ça, c'est autre chose. Puis pour ce qui est d'après, là, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui va s'occuper. Mais là, je dirais juste l'argent puis des bébelles. Puis j'ai dit peut-être que si je sais assez d'avance, je vais tout me débarrasser de mes choses. J'ai dit, je vais commencer à faire du ménage, mais quand on parle aussi de l'instant présent, et quand tu ne restes pas dans l'instant présent, les journées sont longues, c'est tough. Oui, mais mesdames, quand on est toujours dans l'instant présent. Quand ça ne va pas bien, là, c'est sûr. Tu me lâches. Tiane, à vous regarder, puis à regarder les deux Nathalie, on ne voit que de la sérénité. Je me doute qu'il y a des dames qui nous écoutent, puis qui me disent, qui se disent, mais c'est pas moi ça. C'est pas moi ça. C'est pas moi. Moi, je suis trop impulsive. Moi, je suis trop. Et là, l'analogie que je donne, et vous me validez, mesdames, si ça fait sens, c'est quand on vous diagnostique un cancer, c'est une situation anormale. Ça ne fait pas partie. Payer ses impôts fait partie de la vie. Avoir un diagnostic de cancer, on peut vivre sans, d'accord? Donc, on vous met du jour au lendemain sur le sommet du mont Everest, pas de chapeau, pas de manteau, pas d'oxygène, puis on vous dit respire. Mais là, le moment présent, là, il prend une autre tournure. Là. Tellement. Tellement. Je vais laisser Nathalie après gérer. Parce que non, puis c'est pour celles qui nous écoutent, je peux vous dire, et Diane puis Nathalie, vous avez sûrement vécu la même chose. Puis comme je l'ai déjà dit à Sophie, on ne peut pas accepter ce qu'on nous annonce. Et je peux vous dire, comme Nathalie, elle l'a eu en plein front, moi j'en suis à ma 4e volée et on ne s'y habitue pas. On ne s'y habitue pas. On peut apprendre à vivre avec, puis je pense que c'est ce qui nous aide dans le fond. C'est d'apprendre à vivre avec, mais on ne peut pas l'accepter, c'est impossible. Ça ne s'accepte pas. Moi, je n'avais pas planifié ma vie à 44 ans. Non. Je pensais que j'étais pour faire une belle vieille, puis j'ai un chum de 13 ans, mon aîné. Je pensais que lui, il a toujours pensé que c'était pour moi qui était pour l'amener en fauteuil roulant puis changer ses couches. Puis là, on s'est retrouvé que c'est lui qui s'est retrouvé mon proche aidant, bien avant le temps. C'est comme, non, c'est inacceptable. C'est pas évident, mais je pense que c'est ça. Il faut apprendre à vivre avec tous ces défis-là. Parce que de les accepter, puis on fait des deuils, hein? On en a fait des deuils. Moi, j'ai fait des deuils depuis 9 ans épouvantables. Et tu vois, après 9 ans, j'essaie, comme j'ai déjà eu une moto, j'ai vendu ma moto en 2015, elle était flambant neuve, sauf que les neuropathies faisaient que je ne pouvais pas la prendre. Finalement, là, je viens de me racheter une moto. Fait que je peux recommencer à faire de la moto, coûte que coûte. Puis je me dis, non, il faut puis c'est l'espoir qu'on a. Moi, peut-être juste... ça ne sera pas long. Allez-y, Nathalie, Vas-y. Diane y va après. Parce que je veux juste dire aux gens, parce que quand on a un diagnostic de cancer, puis je suis sûre que les gens qui nous écoutent, ils vont dire, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on lit toutes sortes de livres, on fait toutes sortes de recherches. Là, on veut le meilleur, on veut ci. Bien, j'ai tout fait ça, à peu près. Mais moi, j'ai développé une certaine méditation qui m'apaise. Puis, j'ai commencé à faire du Qigong Yoga, là, comme Mme Bordelot fait. Et j'en fais pas tous les jours. Là, vous allez me dire, ben non, moi, là, je ne ferai pas ça tous les jours. Puis de la méditation, c'est parce que la méditation, là, aller dans la nature, aller sur le bord de la mer, vivre les moments présents, c'en est de la méditation. Tu sais, moi, à un moment donné, je me disais, j'ai essayé toutes sortes de méditations. Puis là, je me suis dit, mais Seigneur, c'est compliqué. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, Nathalie, la méditation, là, tu la fais où tu veux, quand tu veux. L'important, c'est de revenir à toi puis de te recentrer. Bien, à partir de là, j'ai arrêté de lire tous les livres sur les anticancers,
Et là, à un moment donné, j'étais. Puis je suis sûre qu'il y en a qui nous écoutent, puis là, ils doivent dire, moi, je vais aller acheter lui, je vais aller acheter lui, il faut que je mange ça, faut... Regardez, allez-y, puis écoutez-vous, c'est avec vous qu'il faut que ça sonne. Il faut que ça sonne comme. Merci beaucoup, Nathalie. Diane? Moi, je voulais dire, ce qui m'avait aidé à un moment donné, c'est une infirmière qui m'a dit de regarder ça comme. Elle me disait à un moment donné, tu es en soins palliatifs. Là, soins palliatifs, un instant. Mais elle dit non, regarde ça comme une maladie chronique. Oui, ce que j'expliquais à la famille, aux amis, j'ai dit, voyez ça comme une maladie chronique qui progresse tranquillement. Tu sais, ça peut être 1 an, 2 ans, 6 mois. Peut-être dans 6 mois, je ne serai plus là, mais voyez ça comme une maladie chronique. Fait qu'au lieu de dire j'ai un cancer, j'ai une maladie chronique. Ça vient tout dédramatiser. Puis là, ils me regardent tout. Oh, t'as l'air en forme. Ben là, je ne dis pas, ben là, c'est le pas, là, mais quand même. Mais le mot maladie chronique, ça m'a bien aidé. Il n'a jamais dit que mon cancer. Il n'a jamais dit mon cancer. Jamais. Non, j'en parle rarement. Il y a juste les proches, là. Mais si je rencontre quelqu'un, et peut-être une chose que j'ai appris dernièrement, là, tu sais, quand on dit pourquoi moi? Pourquoi? Moi, je n'ai jamais aimé ça dire pourquoi. Fait qu'il y a quelqu'un qui me dit, à un moment donné, ben, dit comment tu vas faire pour passer au travers? Qu'est-ce que tu vas t'apporter pour essayer de continuer? Ben, moi, j'ai trouvé que le comment était mieux que le pourquoi. Tout à fait. Tout à fait. Mais comme je vous dis, je suis contente que vous l'ayez ouvert parce qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui nous disent, qui se disent, mais mon Dieu, je ne me reconnais pas dans ces femmes sereines-là. Mais ce que je comprends, c'est que c'est un processus, c'est un cheminement, un peu comme le Machu Picchu de Nathalie. On est parti en bas peut-être avec les émotions un peu plus pesantes dans son sac. Oui, mais moi, je suis extrême, hein? Fait que moi, je suis mais avoir un diagnostic de cancer, c'est aussi une émotion qui est extrême. Ça chamboule vos plans de vie, ça chamboule vos prévisions, ça vient et ça teinte aussi à l'après-traitement. Ce qui m'amène à vous dire comment, lorsque le médecin vous dit, puis vous avez malheureusement de l'expérience, quand le médecin vous dit, ben, on va se voir régulièrement maintenant, on est en suivi. Comment on fait pour faire des projets? Comment on se permet de faire des projets? Comment on... Bien, c'est la survie. Je te dirais que sans projet, je te souviens de me dire tout de suite que je me laisse aller. Moi, pour moi, là, les projets, que ce soit du plus petit, de faire mon jardin l'année prochaine, de changer mes carottes de place avec mes cocons, pour moi, c'est déjà là des projets qui m'alimentent, qui me... Puis tu sais, des fois, les gens, Nathalie, je trouve ça super, Mitsubishi, un jour, j'aimerais ça. Mais moi, quand j'ai la chimio puis tout ça, c'est tous des petits projets qui sont dans mon entourage que j'essaie de réaliser, puis ça fonctionne bien. Fait que c'est ça qui m'apporte puis qui me permet de continuer à bien vivre puis à être heureuse. Moi, j'ai une dernière question. Pardon, Nathalie, allez-y. Même chose pour moi. Je suis pareille comme Nathalie, moi aussi. Là. Je suis toujours pleine de projets. J'ai recommencé, j'ai refait des études pendant la pandémie. Je suis toujours en train de m'alimenter. Puis j'ai toujours des projets. Je trouve que d'avoir ces projets-là, qu'on soit malade ou pas, d'avoir des projets de vie, c'est important. On a besoin d'aller au-delà de ce qu'on vit au quotidien. Et c'est sûr qu'avec la maladie, on a encore plus le goût de vivre ces choses-là. Mais les projets, là, c'est garde. Pas de projet, tu n'as pas de vie. Ça prend des projets pour vivre. Que ce soit pour aller magasiner, t'acheter une paire de bobettes, ou que ce soit pour voyager, partir en vacances, c'est des projets qui soient petits comme ça ou qui soient énormes. Il faut se lever le matin avec des projets. Merci beaucoup. Je vais terminer une dernière question. Imaginez qu'on se revoit dans 1 an. Qu'est-ce que vous voudriez nous dire? Quelque chose dont vous seriez très fiers dans 1 an.
si vous revenez avec moi dans 1 an? Diane. Oh, la question, dans 1 an, si je suis encore là, ben, je dirais, je suis encore là. Je suis encore vivante. Donc, Oui. on ne lâche pas. Puis la vie continue. Parfait. Nathalie? Ben, c'est la même chose pour moi. Je pense que la première chose que je te dirais, ça serait allô, je suis tellement contente de te voir parce que je suis encore là, tu sais. Puis moi, ça fait 9 ans, là. Je suis toujours là. Alors, pourquoi pas 1 an de plus? Pourquoi pas 5 ans de plus? Pourquoi pas 10 ans de plus? On en revient toujours au mot espoir. C'est pas compliqué. C'est ce qui tient, c'est ce qui nous tient, que ce soit tu es malade ou pas. D'avoir l'espoir d'aller de l'avant, c'est la vie. Bien, juste pour faire du cheval sur ce que Nathalie dit, moi, la chose que je dirais dans 1 an, je dirais regardez à quoi ça sert de l'espoir. Je suis là. C'est beau. Et vous êtes capable d'être là, vous autres aussi. Mais je peux dire une chose, Sophie, si je peux me permettre. En 2013, quand on me parlait d'espoir, je ne voulais rien entendre de ça. Je ne voulais rien entendre. Aujourd'hui, après 9 ans, je suis convaincue à quelque part, je suis sûre que le fait d'avoir appris ce que c'était l'espoir fait que je suis toujours là. Je dirais que c'est 75% du fait que je suis encore là. Vraiment. Puis je veux y croire parce que je veux encore voir demain. Oui. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci Nathalie et merci Diane. Valérie est de retour avec nous pour les questions, je crois. Oui, puis juste avant de passer aux questions, je voulais vous remercier tout le monde pour la conversation vraiment authentique, je trouve. J'ai entendu plusieurs choses dans vos témoignages, donc je vous remercie d'avoir partagé les différentes stratégies que vous avez développées pour mieux vivre ou bien vivre même avec la maladie. Donc, vous avez parlé de cultiver la gratitude, de vivre dans le moment présent, continuer à profiter de la vie. De vous lancer au défi, découvrir des nouvelles habitudes avec Nathalie puis la méditation. Mais je vous remercie surtout et aussi pour votre vulnérabilité qui, je pense, résonne beaucoup avec les personnes qui nous écoutent ce soir. Donc, merci d'avoir été assez vulnérable pour partager que vous avez senti de la pression de rester forte pour vos proches, pour les protéger dans un sens, que vous avez vécu des sentiments d'isolement, de colère même face au diagnostic, puis à votre expérience avec la maladie, que vous avez peur de laisser derrière vos proches. Donc, tout ça, ça fait partie de l'expérience. Puis je remercie beaucoup Sophie pour ton écoute, mais aussi d'avoir confirmé, d'être venue valider que c'est correct d'avoir des belles journées, c'est correct aussi de se permettre d'avoir des moins belles journées et que tout ça fait partie de l'expérience. Donc, merci à vous toutes. Puis on va passer à quelques questions qu'on a reçues. La première étant pour Nathalie Dupont. Tu avais mentionné dans ton introduction le choix de chimiothérapie. Donc, quelqu'un voulait juste savoir qu'est-ce qui a motivé ton choix d'une chimio plutôt qu'une autre? Quand j'ai choisi de revenir avec Caelyx et Carboplatine, c'est parce que la première fois, ça avait tout fait disparaître. Et aussi, c'est que j'avais cette chimio-là aux 4 semaines. Fait que pour moi, ça donnait comme un peu plus de répit à mon corps, étant donné que je vieillis aussi. Fait que c'était surtout là, le fait aussi du 4 semaines là, qui a fait, parce que le Taxol, c'est aux 3 semaines, je pense. Fait que c'était beaucoup là, par rapport à l'efficacité, puis je veux dire que j'avais un peu plus de temps pour récupérer là, entre les deux. Pour une autre question, quelqu'un demande comment vous gérez votre carrière et vos traitements, ainsi que le statut d'invalidité. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui pourraient se prononcer là-dessus. Oui, je peux le faire. Oui, j'ai abandonné une carrière. J'étais courtier d'immeubles, j'étais 19 ans. Et depuis le diagnostic, je n'ai pas vraiment retravaillé, mais j'ai travaillé, comme j'ai dit, j'ai commencé par faire du bénévolat à l'école de ma fille.
Et de là m'est venue l'idée d'aller faire mon cours pendant la pandémie comme éducatrice. Moi, ça m'aide. J'ai besoin aussi depuis le 2015, depuis le Machu Picchu, j'ai besoin de me sentir vivante. Puis je pense que d'avoir un à côté, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me fait sortir de la routine, ça me fait sortir du fait de la maladie en tant que telle, ça me fait penser à autre chose. Puis je me suis rendu compte que j'étais bien avec les enfants. Donc, pour moi, je trouve que c'est une belle opportunité, malgré que je reçois mes rentes d'invalidité, mais j'ai quand même droit à certaines heures en extra. Donc, je me sers de ce temps-là pour être avec mes élèves, puis ça me fait du bien d'être avec eux autres. Ça me donne beaucoup de challenge aussi à chaque jour. Ouais. Merci, Nathalie. Et puis, un petit mot de la fin peut-être de chacune d'entre vous pour celles qui nous écoutent et ceux peut-être qui nous écoutent de la maison ce soir. Donc, peu importe où elles sont rendues dans leur parcours. J'aimerais ça commencer par Sophie. Qu'est-ce que tu dirais à notre audience aujourd'hui? Je vous dirais que le témoignage que vous avez entendu ce soir de ces femmes inspirantes, elles ont cheminé. Elles ont eu des journées de pluie, des journées de soleil. Lorsque vous vivez une émotion, accueillez-la, prenez-la, ne la combattez pas. C'est un parcours, c'est un cheminement. Et la bienveillance, ce n'est pas juste envers les autres, ça commence envers soi-même. C'est beau, ça. Nathalie Dupont, est-ce que tu aimerais dire un mot à tes sœurs turquoises? Ben, ce que je voudrais leur dire, puis ça, le mot accueil, je trouve ça tellement beau, c'est qu'ils accueillent chaque jour, que ce soit un bon, que ce soit un mauvais jour, qu'ils l'accueillent, puis ils vont puiser la force nécessaire pour passer au travail. Diane? Moi, je dirais de profiter de chaque occasion qui se présente. On t'invite un week-end, tu vas, ben, quand tu es en forme, là, mais d'aller prendre un café ou d'aller manger avec les amis, la famille, prendre le temps, pas dire, oh, j'irai la semaine prochaine. Quand ça arrive, on prend le temps. Puis ça, moi, c'est ce qui me sauve à m'amener. Juste aller prendre un café, bon, je suis correct pour une journée ou deux. Bon, je vais voir un autre. Après ça, je vais voir la famille. Après ça, je me promène d'un bord puis de l'autre. Mais le fait de voir du bon, prendre le temps, juste jaser d'autres choses. Merci, Diane. Et Nathalie? Prends soin de soi. S'aimer. Ça, c'est la chose la plus difficile. Je vais chevaucher un petit peu ce que Nathalie aussi disait de mon côté, d'accueillir, oui, mais d'accueillir aussi, comme Sophie disait, d'accueillir, d'être capable d'accueillir, pas tout simplement le fait que ça va bien ou que ça va bien aller, mais aussi d'accueillir cette colère que certaines, je vois sur le panel qui posaient des questions sur la colère, mais d'accueillir cette colère-là, puis de la vivre, puis de la prendre comme elle va passer. Puis pas nécessairement, moi j'ai un groupe de femmes avec qui je me tiens, on est 6 maintenant, on en a perdu quelques-unes, puis on a tous le même cancer, on s'est connus à travers un autre classe, et puis on se voit au moins 3-4 fois par année, et c'est le moment où on peut partager ensemble notre douleur, notre malaise et tout ça. Et c'est aussi bon que d'aller voir un psy, mais d'accueillir tout ça, que ce soit bon ou mauvais, je pense que c'est de l'accueillir. Puis si on est sereine aujourd'hui, comme Sophie disait tantôt, on n'est probablement pas venu au monde avec, je ne sais pas, là, mais je pense qu'on a appris à être sereine là-dedans. On apprend, hein, comme n'importe qui. Fait que s'il y en a qui viennent diagnostiquer, le message que je peux vous dire, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps pour accueillir tout ça. Ça se fait pas en sortant du bureau du médecin. Pas du tout. Puis je vous envoie plein d'amour.
Merci. Et puis, je vais juste vous relayer les commentaires qu'on a reçus dans la discussion. Donc, beaucoup de personnes qui vous remercient pour votre témoignage, pour votre partage, qui vous dit qu'en écoutant vos expériences, ça leur redonne plus d'énergie pour affronter la réalité. Et que vous êtes très inspirante. Donc, sincèrement, je vous remercie. La séance tire à sa fin. Donc, je vais laisser la parole à Rinuma pour continuer la suite du symposium. Merci beaucoup, tout le monde. Merci à tous. Merci à vous toutes. Je vais faire du pouce sur ce que Valérie elle a dit. La discussion était tellement authentique, honnête et remplie d'espoir. Et justement, je lisais les commentaires dans le chat et vous avez clairement touché beaucoup de sœurs turquoises ce soir qui vous écoutent. Donc, merci beaucoup pour vos partages et de vous être ouverts à nous ce soir.